Alors, pour cette première table ronde, du coup, le thème qui a été choisi, c'est le thème de l'innovation. Alors, ça peut paraître un peu global et un peu flou de prendre cela comme thème, mais en fait, c'était aussi pour souligner que lorsque le CLIC a été lancé, on a été parmi les premiers à associer culture et innovation dans le nom même du club, à un moment où l'innovation et le numérique même n'étaient pas tant au centre des préoccupations des établissements culturels en France. Donc c'est pour ça que l'idée de revenir sur la notion d'innovation et d'essayer de comprendre comment cette notion avait pu évoluer et comment elle est aujourd'hui centrale pour des gestionnaires d'institutions culturelles, nous a semblé importante pour commencer cette journée. J'aimerais commencer par demander à chacune de nos intervenants de cette première table ronde comment aujourd'hui vous définiriez l'innovation dans le contexte évidemment du patrimoine. Hélène, vous commencez. Ça marche, oui, c'est bon. L'innovation, ça pourrait être penser ce qui n'existe pas aujourd'hui, et puis peut-être aussi penser en amont de nouvelles façons de vivre ensemble aussi. Voilà. Alors, l'innovation dans le patrimoine, c'est un peu antinomique parce que le patrimoine, c'est ce qui nous vient de nos ancêtres et puis l'innovation, c'est ce qui est nouveau. Donc, je dirais que pour les musées de Nancy, qui conservent des collections en gros du début du Moyen-Âge jusqu'à l'art contemporain, cette notion d'innovation, c'est un flux tendu parce qu'en fait, une innovation, elle se périme très vite parce que ce qui est nouveau aujourd'hui est plus nouveau demain. Et donc, l'innovation, c'est toujours, je dirais, pour nous, synonyme de renouvellement. C'est comment est-ce qu'on renouvelle nos approches de médiation, de présentation. Ce n'est pas forcément synonyme de nouvelles technologies. Ça peut, mais pas que. Les nouvelles technologies, je pense que c'est un moyen, mais il ne faut pas se centrer là-dessus parce que voilà, c'est bien d'être un geek, il ne faut pas être un nerd. C'est ça, en fait, la difficulté de l'innovation, c'est toujours de remettre en fait son travail sur le métier tous les jours, en fait, et considérer que rien n'est acquis. C'est peut-être ça l'innovation. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Perretten du Musée de la Grande Guerre. Voilà. Je me sens un peu petit poussé parmi ces grandes institutions. Donc, merci Pierre-Yves de nous avoir invités. Sur l'innovation, est-ce que c'est l'innovation, en tout cas au quotidien dans le musée pour nous? Je pense que c'est comment on peut de façon nouvelle répondre au cœur de nos missions. Je parle tout de suite du cœur de nos missions parce que peut-être qu'on en reparlera après, c'est vraiment ce qui nous sert de guide au quotidien pour décider ou non d'aller vers telle ou telle nouvelle expérimentation. Et évidemment, on essaye toujours d'être en phase et de se tenir au courant des innovations dans le secteur culturel et ailleurs et de voir et de réfléchir à comment les appliquer, comment ça peut infuser le monde des musées et l'expérience de visite notamment, et la valorisation des collections. Mais il faut vraiment que ça puisse apporter une valeur ajoutée dans le sens de nos missions. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi je vais parler pour les médiathèques. C'est pas tout à fait c'est des problématiques qui sont proches que nous avons, pas tout à fait les mêmes. Et l'innovation, en ce qui nous concerne, c'est une nécessité. C'est une nécessité dans le sens où on est dans un monde qui est en grande partie régi par l'économie de l'attention. Et l'attention, elle se capte grâce à l'innovation, ça suscite de l'intérêt, mais plus que ça, l'innovation, la bonne innovation, elle va consister à susciter de l'engagement, pas juste de l'intérêt. L'engagement du public, l'engagement des partenaires. Et ça, c'est effectivement, comme le disait Charles, pas nécessairement synonyme de quelque chose de très technologique. On peut, avec des idées toutes simples, engager le public, ce qui me paraît essentiel.
Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, l'innovation, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà que je partage complètement, mais effectivement, c'est un processus qui n'est jamais achevé. C'est un ensemble de pratiques. Je dirais que c'est un mode de partage aussi, d'un état d'esprit à la fois de l'institution, en l'occurrence patrimoniale, mais je pense que ça s'applique à toutes, en interne, avec l'ensemble de ces équipes qui bousculent d'ailleurs, qui re-questionnent les frontières, les organisations. Et c'est aussi une manière de repenser l'environnement des institutions culturelles en intégrant de nouveaux acteurs. Je dirais que c'est peut-être plus largement aussi un rapport au monde qui permet d'actualiser, de rendre vivant, créatif, le lien que le patrimoine entretient avec la société. L'innovation, je pense, quand elle est effectivement partagée, légitime, diffusée, peut devenir un moyen de créer de la porosité en fait, entre les lieux de culture, d'art, de patrimoine, un mode de porosité avec les évolutions de la société et une prise de conscience des mutations des pratiques culturelles. Merci pour ce premier tour de piste. Alors je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Charles. Depuis le début, lorsqu'on a traité de l'innovation et qu'on a suivi l'innovation et on a présenté sur le site internet, par exemple, des exemples d'innovation, effectivement, on a toujours considéré que l'innovation n'était pas automatiquement technologique et que ça pouvait être une innovation par de la médiation humaine ou par de nouvelles formes d'action culturelle ou d'événements ou d'activités dans un lieu. Quelle est la première raison aujourd'hui qui vous pousse à continuer à innover ? J'imagine que ce n'est pas seulement pour paraître Jones et branché, mais est-ce que c'est pour conquérir un nouveau public? Est-ce que c'est pour mobiliser en interne? Est-ce que c'est pour faire de la com? S'il fallait donner une première raison, une raison majeure d'innover, qui veut enchaîner? Alors je me lance peut-être. La raison majeure qui nous pousse à innover, c'est effectivement d'aller conquérir des nouveaux publics. Parce qu'on n'est pas là juste pour se concentrer sur le public qui vient naturellement. On est là pour aller chercher du public parce que la culture, c'est quelque chose qui se met en partage. Et ces nouveaux publics, il faut aller les trouver. Et justement, alors l'innovation, ça permet d'aller chercher les publics vers des territoires sur lesquels on n'était pas présent. Je pense notamment aux réseaux sociaux qui sont maintenant devenus quelque chose qui coule sous le sens. Mais pendant longtemps, on a mis du temps à ouvrir des pages Facebook dans les musées, à aller sur des réseaux Instagram ou autres. Nos publics nous ont quelque part devancés. C'est-à-dire que souvent, quand les institutions ont voulu créer leur page sur les réseaux sociaux, ou leur compte, eh bien, il y avait déjà des comptes non officiels qui existaient. Donc là, on s'était fait un petit peu devancer. L'idée, c'est d'avoir justement toujours en tête que cette innovation, c'est d'être en phase, en fait, finalement, avec ces publics, voire d'aller les chercher, de les devancer. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, mais c'est ça qui nous pousse à innover. C'est justement d'aller conquérir ces nouveaux publics et puis de les fidéliser aussi. Alors ça, c'est l'autre grosse problématique, mais c'est qu'une fois que le visiteur nouveau est venu au musée, il ne faut pas qu'il tourne les talons et qu'il se dise « je ne remets plus les pieds dans cet endroit où j'ai rien compris ». Voilà. Je pense qu'il est important que le visiteur ressorte avec quelque chose. Et ce qu'on peut lui offrir, c'est d'abord du savoir, c'est-à-dire qu'il ressorte avec des connaissances. Le musée, c'est un lieu d'éducation. Ce n'est pas un lieu d'entertainment, c'est un lieu où on vient pour apprendre quelque chose. C'est ça la fonction première du musée. Alors, on peut enrober ce savoir dans quelque chose de ludique, ce n'est pas le problème. Mais il faut qu'on ait, à mon avis, ça en tête, parce que si on rentre et qu'on ressort sans avoir rien emporté avec soi, c'est, je pense, une visite perdue et ça ne redonnera pas forcément envie de revenir. Aurélie ? Oui, pour tout à fait aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, en tout cas au musée de la Grande Guerre, qui est un jeune musée qui a été créé en 2011, le développement des publics, le fait d'atteindre de nouveaux publics a été vraiment le bénéfice majeur atteint par les innovations qu'on a pu mettre en place. Pour prendre un exemple très concret,
qui date de 2013. C'est la fameuse opération Léon Vivien 1914 sur Facebook, dont vous avez peut-être entendu parler. À l'époque, en effet, on était aussi au début des réseaux sociaux dans les musées. Et clairement, et là, grâce à un mécénat, mais on reparlera des différentes façons de travailler avec les entreprises plus tard, mais on a pu, comme ça, atteindre un public avec un langage d'aujourd'hui, tout en étant extrêmement scrupuleux sur le fond et sur le fait qu'on l'a considéré avant tout comme un outil de transmission, cette opération. À l'inverse, et on en reparlera aussi, mais on est très vigilant sur cette notion de parfois d'effet de mode, des nouvelles technologies. Alors, a fortiori au Musée de la Grande Guerre, vous l'imaginez, avec un sujet comme la Première Guerre mondiale, on ne peut pas toujours faire des choses très fun. Et voilà, je prends un exemple du moment, par exemple les escape games. Je ne vous cache pas que c'est une demande qui vient parfois du public, bien sûr, mais qui peut être évoquée dans l'équipe, qui peut être évoquée par la gouvernance, parce qu'il faut être tendance. Bon, voilà, une escape game où le jeu serait de sortir de la tranchée, je ne suis pas très à l'aise avec le concept. Mais c'est une réalité aussi, ça. Et c'est pour ça que je vous parlais de ce garde-fou-là. C'est qu'est-ce que ça apporte dans le cadre de nos missions principales sur les publics. Et je trouve, quand on en discute là, spontanément, que peut-être aussi il faut qu'on creuse sur nos collections. On reviendra sur la limite, sur où on place la limite de l'entertainment à la fin de nos tables rondes. Est-ce que pour rester sur le même sujet, alors je comprends que l'objectif principal, c'est d'aller conquérir ces nouveaux publics, et notamment des publics plus jeunes. Est-ce qu'avec le recul, cela a permis de conquérir ces publics, ou est-ce que, je ne sais pas, en lançant une application mobile, en lançant le Facebook subjectif racontant l'histoire du poilu, est-ce que vous avez ressenti en 10 ans un rajeunissement de votre public, grâce en partie à ces innovations, qu'elles soient technologiques ou pas? Valérie ou Christian? Oui, je reviens sur la question de la connexion. Enfin, effectivement, l'innovation comme un mode de connexion entre le présent et le passé, et un moyen de renouveler effectivement l'approche de nos missions, avec toujours cette légitimité qui doit être trouvée en interne, en effet, pour éviter l'effet de mode ou l'effet gadget, et aussi installer une durabilité d'ailleurs de l'évolution, parce que je pense que c'est pas de l'innovation, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Donc, oui, il y a toujours ce rapport aux missions, et dans le cas du CMN, le rapport aux monuments. L'innovation, elle ne vise pas à remplacer, à se substituer aux monuments, mais au contraire à créer peut-être un mode d'appropriation plus facile, plus ludique, ce qui n'empêche pas l'approche pédagogique, l'approche scientifique. Je pense qu'on peut allier les deux dimensions. Donc c'est un accompagnement avant, pendant, après. Quand on développe l'histopad à la conciergerie, c'est un moyen pour nous d'aider à la reconstitution de pièces disparues du monument. Alors ça, c'est, je dirais, la plus-value scientifique immédiate. Après, on observe au travers de ce type de dispositif aussi de nouvelles expériences de visite qui sont partagées. Alors certes, ça plaît aux jeunes, ça plaît aux familles, mais pas que. Ça plaît à des personnes aussi plus âgées qui vont pouvoir utiliser là un dispositif qui est finalement assez facile d'approche. Et donc c'est autour d'un histopad ou d'un autre dispositif du même type, au fond, on va partager une visite, on va partager une connaissance. Voilà, donc je pense que c'est surtout dans l'usage et dans le rapport au monument qu'on trouve, nous, du sens à tester, expérimenter beaucoup. Donc ça veut dire aussi dans une approche qui est très personnalisée. Ça, je pense qu'il est compliqué de standardiser un dispositif d'innovation, et c'est aussi une manière de le légitimer, et notamment auprès de ceux qui gèrent les monuments, parce qu'au CMN, les monuments sont gérés par des administrateurs. Donc il faut que l'équipe s'empare du dispositif, de l'expérience, ait envie de la pérenniser, dès lors qu'effectivement elle y voit une plus-value qualitative dans le rapport entretenu entre le monument et les publics, et les partenaires également.
Voilà, parce que je pense qu'innovation peut être aussi un moyen, on l'observe beaucoup au CMN, de renouveler une approche collaborative avec les partenaires que sont les collectivités locales, les entreprises, qu'elles soient start-up ou grandes entreprises, et d'autres institutions, évidemment. Vous parliez de la conciergerie. Est-ce que, du coup, pour prendre l'exemple de la conciergerie, est-ce que depuis l'implantation de l'outil Stoppad, est-ce que vous avez observé soit un rajeunissement, soit un public plus familial qu'il ne l'était, ou est-ce que ça demande de toute façon des temps, il y a une inertie quand même dans la composition, j'imagine, du visitorat, et que vous observerez ce changement peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans? Est-ce que vous l'observez déjà? Il y a un effet toujours immédiat quand on installe un dispositif innovant dès lors qu'il est accompagné d'une campagne de communication, ce qui a été le cas. Donc il y a toujours une attractivité immédiate, évidemment. Après, c'est effectivement comment ça se développe, ça se pérennise et ça évolue en fonction des évolutions même du monument, parce que nos monuments sont en permanence en développement, en chantier, en travaux, avec un travail scientifique de renouvellement des parcours. Donc, pour que ce dispositif garde sa pertinence, il doit vivre avec le monument. Je crois qu'il y a aussi une diffusion de ces usages dans l'écosystème, on va dire, plus large, patrimonial, muséal, qui fait qu'il y a une appétence aussi, je crois, qui se développe pour ces outils. Donc c'est en effet quelque chose qu'il faut observer dans le temps, et avec les mutations très certainement aussi qui arriveront avec des générations nouvelles. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas dans la question de la tablette, de l'appli, de l'Histoppad ou d'autres, c'est surtout les contenus qu'ils portent. C'est les contenus qu'ils portent et les expériences qu'ils engendrent. Alors Christian, on va terminer sur cette histoire de public et de rajeunissement du public. Alors, la raison pour laquelle, je vais expliquer pourquoi on vous a invité. Alors d'abord parce que vous êtes dans le secteur des médiathèques, et qu'on n'a pas assez parlé des médiathèques jusqu'à maintenant dans les activités du CLIC, donc c'était un moyen de nous rattraper un peu. Et l'autre raison, c'est que vous avez lancé une initiative depuis 2 ans, donc, qui est pour moi, c'est un de mes coups de cœur en fait. Depuis 10 ans, et une initiative, j'allais dire toute bête, une initiative extrêmement simple, que j'aimerais que vous nous racontiez en quelques mots, et que vous nous disiez si concrètement vous avez vu un changement dans vos visiteurs pendant les deux éditions de votre expérience. Alors, je raconte l'initiative. Oui, vous pouvez raconter pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc, on a... en fait, je vais raconter comment ça s'est passé. L'an dernier, il y a 2 ans, on a très peu de moyens en médiathèque. Quand je dis très peu de moyens, c'est vraiment très peu de moyens. Si je vous dis mon budget pour animer 11 médiathèques, un réseau, vous allez avoir l'impression que je vous parle de votre budget photocopie, pour certains. Donc, très peu. Donc, on doit trouver des palliatifs. Et en réfléchissant, et en voyant un matin que le Met avait mis à disposition, sous Creative Commons, des fichiers HD de 350 000 œuvres, moi je me suis dit, on a un nombre d'expositions là qui est juste incroyable, parce qu'on peut les reproduire, toutes ces œuvres. Bien entendu, elles sont sous Creative Commons, elles sont du domaine public, elles sont faites pour ça. Donc, c'était une première chose. Mais comme je le disais tout à l'heure, je crois que l'innovation, c'est engager le public aussi. Et engager le public, susciter de l'engagement, ça peut prendre différentes formes, et notamment aller chez lui. Et donc, l'idée était une exposition à emporter. En fait, c'est tout simple, c'est du Creative Commons, c'est-à-dire que c'est sous Creative Commons, et c'est de la HD, donc on va avoir de la bonne qualité en reproduction. Ben on reproduit et on donne après coup temps, c'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est un peu triste de ne pas pouvoir le faire avec d'autres musées, beaucoup de musées nationaux. On pourra peut-être y revenir là-dessus. Mais l'idée était celle-ci, était vraiment de créer une exposition à emporter. Dire aux gens, ne payez pas pour ce qui est déjà à vous, ça vous appartient, c'est du domaine public. Toutes ces œuvres sont à vous. Et donc, vous pouvez repartir avec, les choisir, repartir avec autant d'œuvres que vous voulez, simplement à prix coûtant. Justement, on ne fait pas d'argent dessus, puisque c'est du domaine public.
Et puis... Mais ce que vous n'avez pas expliqué, pardon, c'est qu'il oui. n'y avait pas seulement emporté, c'est que vous avez imprimé, Oui. Photocopié Bien sûr. une sélection d'œuvres, vous avez fait Oui. un accrochage Oui, oui, bien avec sûr. des photocopies de Oui, certaines c'était des œuvres, une. et vous avez fait dans vos médiathèques Oui. une exposition avec l'accrochage des photocopies, entre guillemets, Voilà. des impressions bonne qualité C'est ça. de certaines des œuvres du Met. Et le visiteur pouvait repartir avec sa clé USB ou faire une impression à prix coûtant de Exactement. l'œuvre qu'il aimait bien. Exactement. Et là-dessus, alors comme je le disais lorsqu'on avait discuté par mail, j'aurais adoré pouvoir faire ça avec des œuvres du Louvre. Hein. J'aurais adoré parce que de la HD, c'est vraiment une bonne qualité. C'est une qualité qu'on retrouve dans certaines reproductions de livres d'art. Donc on peut proposer une exposition très intéressante en faisant une sélection et là aussi en travaillant sur la médiation. C'est-à-dire que c'est les équipes qui choisissent et parce qu'elles vont être... Ça va être des équipes qui vont être de bons médiateurs puisque c'est eux qui l'ont choisi et donc ils aiment les œuvres qu'ils présentent. Donc on crée vraiment quelque chose qui me semble intéressant, c'est cette histoire d'emporter une exposition et de pouvoir le faire quasiment à l'infini parce que même si on a énormément, on a pas mal de murs dans les médiathèques pour faire des expositions, 11 médiathèques, 350 000 œuvres, on peut en faire beaucoup. Après, on parlera peut-être d'autres dispositifs de médiation, de dispositifs qu'on met en place vraiment sur de la médiation physique. Mais Donc vous avez commencé avec le Met l'année dernière, oui. et cette année vous avez à nouveau été chercher des œuvres américaines oui. avec la librairie du Congrès, toujours en open access. Oui, toujours en open access, sur une thématique cette fois-ci, qui était puisque c'était le Japon, on a reproduit des estampes. Mais, et puis on y a ajouté un petit dispositif. Alors je ne sais pas si on l'évoque maintenant ou si on l'évoque plus tard, mais le dispositif a fonctionné aussi. Alors quand je dis ça suscite en fait de l'engagement de la part du public, on a un petit réseau de médiathèques, on est en province, on touche un bassin de population qui est d'environ 40 000 personnes. Et on se retrouve avec, pour nous c'est beaucoup, ça va sembler peut-être peu, mais on rend, puisque c'est ça en fait le terme, on rend au public, on a rendu pour l'instant 1000 œuvres. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui sont reparties avec sous le bras leur œuvre et qui l'ont accrochée chez elles. Voilà. Donc moi quand j'étais enfant, j'avais dans ma chambre une reproduction d'une œuvre qui était le dos d'une boîte de chocolat. Parce que c'était à la mode sur les boîtes de chocolat d'avoir au dos des reproductions d'œuvres célèbres. Donc c'est remplacé par une clé USB ou pour une impression couleur en allant à la médiathèque de l'Hérault. C'est ça. Alors, pas que à la médiathèque de l'Hérault, puisque le dispositif a déjà été reproduit ailleurs. Et on m'a contacté récemment pour le reproduire dans un musée. Donc, voilà, dans un musée. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, donc je tairai le nom. Je ne vais pas gâcher éventuellement un effet de surprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, un musée va faire ça avec ses propres œuvres. Contagion positive. Et alors, du coup, là, on voit des images de l'accrochage. Donc, du deuxième accrochage, celui de 2018, sur le Japon. Est-ce que vous avez vu un changement dans le visitorat de vos médiathèques pendant... Ça a duré 2 mois, l'exposition? Les expositions durent 2 mois, oui. Oui. Alors, un changement, comment dire? C'est dans tout un processus, en fait, que ça s'inscrit. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de ce qu'ont apporté les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'énorme parce que les réseaux sociaux, il y avait 30 ans avant de politique culturelle qui avait été un échec dans le sens où élargir la base sociologique des publics qu'on arrivait à atteindre, ce n'était pas quelque chose d'évident. On n'arrivait pas à l'étendre. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus une nouveauté. Aujourd'hui, j'ai appris, j'étais ami depuis 10 ans avec quelqu'un, et ça m'a donné un petit coup de... cousu, hein. Je me suis dit, tiens, c'est pas vraiment nouveau, là. Et les réseaux sociaux permettent, en fait, de ne pas faire venir les gens, mais d'aller chez eux. C'est en fait tout simple, c'est juste ça, la réelle nouveauté. Et c'est ce qui change tout. Mais en les faisant venir avec ces autres dispositifs, effectivement, on arrive aussi à rajeunir, tout simplement en collant à des pratiques. Parce que l'idée, là, pourquoi elle parle aux gens, c'est parce que dans les pratiques culturelles des Français, la première pratique culturelle, c'est la copie. C'est la copie. C'est la première. On copie des séries, tous, on les regarde, on les diffuse. Donc là, vous le copiez pour eux. Légal ou illégal, alors là n'est pas la question. Il y a des dispositifs qui sont légaux pour le faire. Et notamment, ça, c'en est un. C'est intéressant. On reviendra sur peut-être la partie médiation que vous avez ajoutée en 2e année avec les QR codes. Ça. Hélène,
tout à l'heure, on disait dans le patrimoine, on était peut-être un peu antinomique avec la notion d'innovation. Dans un lieu de culture scientifique, en fait, l'innovation, c'est dans votre ADN. Vous avez déjà beaucoup d'enfants, voire beaucoup de gamins qui vous fréquentent tous les jours. Donc, à quoi ça sert d'innover aujourd'hui pour une institution comme Universcience, avec ces 2 établissements, Cité des Sciences et Palais de la Découverte? Large question. Alors effectivement, chez nous, la Sciences et l'Industrie au Palais de la Découverte, peut-être la particularité, c'est que, en tout cas, la question de l'innovation, ça peut être soit le sujet en soi d'une exposition. On a un espace autour du numérique, de l'informatique au Palais de la Découverte, par exemple. Le carrefour numérique à la Cité des Sciences. Soit l'innovation, c'est effectivement un média, un support ou parfois même un objectif, et toujours pareil pour essayer d'aller à la conquête des nouveaux publics. Alors, l'effort que je pense qu'on essaye d'avoir, c'est, aujourd'hui en tout cas, de réfléchir sur ce qui peut se passer avant la visite du visiteur dans nos murs, comment on accompagne le visiteur dans nos murs, et ensuite qu'est-ce qui peut advenir après la visite aussi, et comment on peut prolonger la visite. Donc ça, c'est les 3 étapes en fait sur lesquelles on doit essayer d'être présent. Et en parallèle, on le croise avec la façon dont on fait de l'innovation, pas uniquement techno, au sein de nos murs, en le présentant au public, et aussi en le croisant avec des dispositifs innovants pour essayer aussi d'être dans l'anticipation et dans la prospective. Donc ça veut dire qu'en fait, en clair, on peut ériger en sujet la question de l'innovation. On peut réfléchir sur des dispositifs accessibles au public qui peuvent être en situation d'expérimentation ou de co-construction même d'une offre. Et également, on a un travail aussi à la fois de veille et aussi d'expérimentation en interne par nos équipes pour tester des nouvelles opportunités en tech, etc. Donc c'est toute la complexité de ces niveaux qu'on essaie d'entrecroiser et de ces efforts en fait qu'on essaie de mener à travers l'ensemble des directions et délégations chez nous. Donc j'ai 2-3 exemples en tête. Par exemple, on a un Living Lab au Carrefour Numérique où il y a une phase d'appel à projet adressée aux résidents qui peuvent être tout un chacun, ou des étudiants, ou des chercheurs, ou des représentants d'associations. Et ils peuvent être force de proposition d'un projet qu'ils nous présentent. Il y a un comité qui se réunit pour analyser leurs idées. Et ensuite, on met à leur disposition, pendant un temps donné, les locaux au Carrefour Numérique, à la Cité. Et il y a surtout aussi une équipe du Carrefour qui est dédiée à leur accompagnement au quotidien. Et donc, les idées tournent effectivement toujours autour plutôt du bienfait pour demain. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui n'existe pas, qui pourrait être inventé, imaginé pour rendre un peu la vie meilleure, notamment pour la saison qui arrive, les questions environnementales et développement durable. Un autre exemple aussi, c'est un dispositif d'appel à projets innovants qu'on a lancé, donc celui-ci plutôt adressé aux startups. Et donc ça s'est déroulé là cette année. Il y a 2 startups qui ont été désignées à l'issue pareil d'un petit jury qu'on a fait chez nous, et on incube quelque part pendant 6 mois ces startups là, et on les accompagne aussi, on leur donne les moyens de développer un projet innovant. Et également, je pense que le cœur de nos métiers à nous, dans les équipes, c'est de penser notre nouvelle relation au public et par quels médias on essaye de mieux transmettre les savoirs au public. Alors ça peut passer par des supports tech, et ça peut aussi passer par la médiation humaine, qui est quand même la marque de fabrique et de reconnaissance au Palais de la Découverte. Et donc on travaille aujourd'hui sur par exemple une application visiteur
qui n'a pas encore de nom. C'est un projet en test en tout cas, où on essaie justement de réfléchir en termes de contenu, de penser donc déjà de façon très pratico-pratique comment on peut accompagner le moment de visite à la cité. Et puis, on est en train aussi de réfléchir collégialement à la façon dont on peut apporter des petites informations en plus au public, les faire jouer ou peut-être leur greffer quelques éléments d'exposition. Donc voilà, c'est un petit panel rapidement de ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Mais effectivement, peut-être qu'on fait tous de l'innovation sans le savoir quelque part, parce que en fait on veut tout le temps, justement ça a été dit, se renouveler, essayer d'aller plus loin et essayer de trouver une forme de complétude dans l'ensemble des dispositifs qu'on essaye de mettre en place. Ouais. Merci Hélène. Alors je voudrais qu'on passe au chapitre suivant. Depuis que je parle d'innovation avec certains d'entre vous, soit on me répond oh là là, c'est compliqué parce que la tête n'est pas prête à ça. Donc ça a souvent été au départ la réponse que j'avais. Et quand je parle à certains patrons, la réponse c'est oui, mais ça va demander beaucoup de réorganisation ou restructuration ou des nouveaux métiers qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore trouvés, etc. Donc je voudrais du coup passer, vous redonner la parole à chacun pour que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce que l'innovation implique en termes éventuellement de réorganisation, de nouveaux métiers, d'organisation tout court. C'est souvent posé la question, est-ce qu'il faut créer une direction du numérique ou est-ce qu'il faut infuser le numérique dans toutes les directions? Est-ce que vous avez trouvé la solution? Valérie, vous voulez réagir sur cette partie de la problématique? Oui, je dirais que c'est un peu les deux. Effectivement, c'est la grande question. C'est-à-dire, est-ce que pour impulser en tout cas une démarche d'innovation dans une organisation, il faut spécialiser, concentrer, créer une sorte de task force avec des moyens dédiés? Est-ce qu'il faut d'emblée diffuser largement cette culture et ces processus? Au CMN, le choix qui a été fait il y a 5 ans maintenant, c'est à la fois de créer donc, une structure, une mission, dont c'est la vocation, que justement de faire de la veille, parce qu'on n'a pas parlé encore de ce sujet, mais je pense que c'est essentiel dans l'innovation, donc de faire de la veille, d'observer ce qui se passe, et encore une fois dans un environnement qui s'est élargi, à la fois à l'international et par l'apparition de nouveaux acteurs que sont notamment les startups. Donc faire de la veille, observer, impulser avec une agilité, une réactivité qui est liée au fait que c'est une équipe qui est resserrée, mais en même temps toujours dans un enjeu de partage, de dialogue avec les directions opérationnelles qui effectivement sont sur leur sujet, leurs enjeux, mais qui doivent être évidemment d'emblée impliquées dans la réflexion pour que ça marche, pour que ce soit légitime, comme on l'a déjà dit, pour que ça s'ancre dans des pratiques et pour que ça permette un passage à l'échelle. Parce que c'est vrai que dans le cas du CMN, on travaille pour 100 monuments. Donc, dans toute la France. Comment d'un lieu on passe à l'échelle de 100, comment d'une expérimentation on pérennise aussi dans la durée, avec ce que ça implique aussi, on en reparlera plus tard, peut-être des sujets juridiques, c'est-à-dire entre une expérimentation dans le cadre d'une convention spécifique ponctuelle et puis après un déploiement qui rentre là dans une logique de marché public. C'est un gros sujet aussi, je crois, en termes de l'innovation. Voilà, ça ne peut pas se faire seul. Donc je crois que ça, c'est vraiment un sujet permanent. D'ailleurs, je pense qu'il se revisite aussi en même temps que la diffusion des pratiques. Donc, oui, des moyens dédiés, une expertise, une capacité à agir, mais en même temps, toujours le dialogue et le partage avec les directions opérationnelles qui, évidemment, vont nourrir le renouvellement des missions, ce qu'on disait tout à l'heure. Je donne un exemple. On a donc créé un incubateur il y a quelques mois au CMN, qui est finalement une étape nouvelle dans tout ce processus qui a été engagé depuis 10 ans et plus particulièrement depuis 5 ans. Donc, il y avait déjà eu plus d'une vingtaine d'expérimentations conduites avec beaucoup de start-up dans les monuments. Aujourd'hui, c'est une étape franchie dans l'idée justement d'une structuration d'un processus d'accompagnement de start-up et de dialogue avec les monuments. Et aujourd'hui, on est dans ce moment passionnant où on va matcher, si je puis dire, les start-up avec les monuments pour choisir des lieux qui vont être des territoires de test.
pour les startups et pour les équipes des monuments d'ailleurs, puisque bien sûr il s'agit de faire croiser les enjeux, donc les enjeux souvent de validation d'un modèle économique ou de validation d'une fonctionnalité ou même d'un projet globalement par une startup, et les enjeux de médiation, accessibilité, communication, enfin ils sont effectivement multiples du côté des monuments, avec une interaction, un coaching, un accompagnement qui est fait effectivement par cette mission dédiée. On va revenir à l'incubation tout à l'heure. Oui. On reviendra plus en détail. Mais petite question par exemple, pour savoir si c'est la tête ou les jambes, ou la tête ou la base qui choisit des sujets ou qui s'investit sur un sujet. On a beaucoup parlé d'une expérimentation qui avait eu lieu au château d'Oiron, le robot. Est-ce que c'était venu de l'équipe du château, qui avait un coup de cœur pour comment il s'appelait le robot déjà j'ai oublié le petit nom du robot. Ou est-ce que c'était venu du sommet, dans le cas par exemple de ce cas? Alors peut-être oui. que vous n'étiez pas encore là. J'étais pas encore là, donc je ne vais pas dire d'erreur. Je ne sais pas, à vrai dire, d'où c'est venu. Ce que j'observe depuis que je suis arrivée, c'est que ça vient des deux côtés, c'est-à-dire d'où cette porosité permanente. Ça peut être un désir, un moment d'un administrateur, une sollicitation d'une start-up à un lieu. Ça peut venir effectivement. Je ne reprends pas le haut, le bas, la tête, les jambes, parce que c'est pas du tout l'idée et c'est pas du tout dans cet esprit qu'on fonctionne. Non, justement, on est aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, dans des rapports de travail qui sont horizontaux de ce point de vue, et chacun est confronté dans son métier, mais aussi dans ses pratiques personnelles, presque personnelles, à l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est de faire remonter tout ça. Après, évidemment, on ne peut pas tout accompagner, on ne peut pas tout faire, tout n'a pas de sens partout. Voilà, des dispositifs qu'on développe dans certains lieux de patrimoine n'ont aucun sens ailleurs. Donc, voilà, le dialogue, je crois, est surtout essentiel avec toutes les parties prenantes, et notamment ceux qui sont ensuite auprès des publics. Charles, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit oh là là, j'ai un référent numérique qui est arrivé. Je vous ai senti tout content d'avoir une personne à vos côtés. Donc, du coup, alors, la question, c'est comment ça se passait avant? Parce que vous êtes arrivé à Nancy il y a 2 ou 3 ans. Est-ce que c'était vous, le monsieur numérique des musées de Nancy? Et aujourd'hui, donc, vous avez un référent. Petite question toute bête. À qui est rattaché ce référent? À la conservation, à la communication, à vous, au Big Boss? Alors, pour revenir sur avant, c'était un petit peu le bazar, mais c'était un joyeux bazar, parce qu'on faisait quand même des choses. Hein. Et en gros, ce qui prévalait avant, c'est celui qui fait a raison. Donc, tu veux t'occuper des réseaux sociaux, vas-y, c'était comme ça. Et puis est arrivé le moment où on nous a demandé de créer une direction des musées. Et là, ça a été un moment de réflexion intense, de mise en commun de moyens, avec de nouveaux objectifs. Et c'est là que j'ai entrevu le petit espoir de pouvoir dédier un poste complet à la médiation numérique. Et j'avais prévu aussi un poste dédié à la communication numérique. Alors d'ailleurs, je salue Véronique qui est dans la salle, qui s'occupe de la communication dans Nancy Musée. Et on m'a tout de suite dit, alors parce que moi je suis entre la tête et les jambes, pour reprendre le schéma, la tête m'a dit, mais attends, c'est 2 postes pour le numérique, ça fait beaucoup. Et puis, est-ce que c'est pas la même personne qui peut faire les 2? Et j'ai dû batailler pour dire non. Et c'est encore, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, la différence, c'est que maintenant que la direction des musées est en place, on peut apporter la preuve par l'exemple que voilà ce qui a été produit en 1 an, vous voyez que ça sert à quelque chose, etc. Mais même si ces 2 postes sont très liés fonctionnellement, ils sont bien séparés parce que, alors pour vous expliquer comment on fonctionne, donc on a une sous-direction des publics et de la communication qui m'est rattachée, et cette direction des publics, elle se divise en 2 branches, une branche communication, une branche médiation. La branche médiation, elle fonctionne de manière très classique. On a des chargés de médiation par type de public. Donc on a le public scolaire, le public enfant, le public adulte, étudiant, etc. Et au sein de ces publics, on a identifié des publics dits numériques. Parce qu'on considère maintenant que, même si on continue de compter les visiteurs qui passent le seuil de la porte du musée, il faut aussi qu'on considère aussi les visiteurs qui viennent sur le site internet, qui viennent sur les réseaux sociaux, etc. etc. parce qu'en fait, notre mission, nous, elle ne se limite pas à nos murs. Et donc, l'expérience des médiathèques était intéressante parce que, alors nous, on ne met pas nos clichés gracieusement sur la toile,
C'est un souhait, mais ce n'est pas le cas. Typiquement, ça fait partie de la mission d'un musée. Le maître est tout à fait dans sa mission quand il diffuse sa collection sur la toile, et quitte à ce qu'elle soit reprise ailleurs. Donc on a vraiment identifié ces publics numériques comme étant un public. Et on les a aussi identifiés comme étant une cible de communication. Mais c'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire que la communication, on est là pour faire savoir, pour vendre le musée, pour vendre ses activités, etc. La médiation, c'est autre chose. C'est comment est-ce qu'on s'empare du numérique, ou comment est-ce qu'on s'adresse à ces publics numériques pour leur proposer un contenu dédié. Ça paraît évident qu'on ne va pas faire un panneau de texte pour un adulte de la même manière qu'on fait un panneau de texte ou un livret-jeu pour un enfant. Et bien de la même manière, je pense qu'il faut maintenant qu'on s'adresse spécifiquement au public numérique. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau chez nous, mais il faut maintenant qu'on prêche par l'exemple, parce que ça a été assez difficile à vendre. Parce que chaque poste dans la fonction publique, chaque poste est très compté maintenant. Ça rentre dans une case. Voilà, et c'est très difficile. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en est très heureux, et puis je pense que maintenant tout le monde prend conscience de l'intérêt qu'il y a. Mais on n'aurait pas pu... Il y a un moment, on était bloqué dans notre innovation, parce que si on n'avait pas dédié ces deux postes, ces deux fonctions numériques, on aurait été bloqué dans notre innovation. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte maintenant, quand on veut lancer, on vient de lancer une application de visite, voilà, ce qu'on faisait avant par du bricolage, j'ai envie de dire, ça marchait, mais c'était du bricolage. Et maintenant, il faut qu'on passe dans une phase un peu pro. Voilà. Alors justement, vous parlez de l'application. On va regarder d'ailleurs des images de l'application que vous venez de lancer. Combien de personnes ont été impliquées sur ce projet d'application, et qui était un peu le maître d'œuvre ou le coordinateur dans l'équipe pour monter ce projet? Alors donc nous, dans l'équipe, on avait 7 personnes chargées des publics numériques, qui étaient vraiment la référente dans notre institution. Et puis en face, il y avait les équipes de Smart Apps, qui sont les équipes qui ont développé l'application. Le but de cette application, c'était que je voulais plus d'audio guide, considérant que pour nous c'était un coût, pour le visiteur c'était un coût, puis en plus c'est obsolète, et on peut proposer beaucoup plus qu'une simple bande sonore. Donc le premier objectif, c'est de recycler des contenus qui étaient déjà existants sur l'audio guide, parce qu'on avait beaucoup travaillé quand même malgré tout, justement avoir un parcours enfant, un parcours fait par un écrivain, un parcours pour les adultes, un parcours en langue des signes. Donc l'idée, c'est de recycler ces contenus, mais de les présenter autrement. Et puis d'aller, on en a parlé un petit peu sur le terrain du ludique, pour proposer des choses plus justement par le biais des jeux, une nouvelle approche des collections. Et puis l'autre chose, et ça on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui me semble très important avec l'innovation et qui est spécifique à la médiation numérique, je pense, c'est que on est parti il y a 20 ans du service du public au service des publics, et puis maintenant on se rend compte que ces publics, on les catégorise de plus en plus. Et le numérique, c'est ce qui nous permettra d'aller, je pense, le plus fin possible pour aller jusqu'aux visiteurs, parce qu'en fait c'est ça le but. Et on est tous différents, et on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas tous les mêmes durées de visite. Et donc l'application, déjà, celle qui a été mise au point, elle permet quand même de calibrer le contenu en fonction de son temps de visite, de ses goûts. C'est pas encore... on pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais je pense que ça va nous servir à l'avenir à particulariser vraiment les contenus pour les individualiser, en fait. Alors avant de parler de chapitre suivant, expérimentation et relations avec justement les partenaires, je finis le tour de table. Tout à l'heure, Christian, vous disiez que les œuvres avaient été sélectionnées par l'équipe. Donc du coup, là, c'est presque un nouveau métier pour vos collègues, vos collaborateurs. Alors là, c'est vraiment une question de management. Lorsqu'on arrive avec un projet, que ce soit celui-ci ou un autre innovant, alors la première chose que j'ai faite en arrivant à la direction de ce réseau de médiathèques, je suis allé regarder un petit peu la taille des rayons et voir le taux de rotation des livres. Et je me suis aperçu qu'il y a un fond qui ne bougeait pas du tout, c'était tout ce qui était les classiques. Donc moi, comme ça, j'arrive et je me dis, ok, tous les classiques, on vire, on met au pilon, on redistribuera sur clé USB, c'est pas un problème, c'est du domaine public, très bien. La tête de l'équipe et la tête aussi de la direction. Évidemment, il y a un travail avant de lancer quelque chose, parce qu'on peut être persuadé, après avoir réfléchi à la question des années, où on peut être persuadé de quelque chose, que le dispositif est bon. Si on n'a pas fait un travail d'acculturation et de pédagogie des équipes, c'est fatalement une catastrophe. On ne peut pas arriver comme ça en balançant quelque chose de nouveau et en espérant remporter l'adhésion immédiate. Il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi on envisage quelque chose qui, puisque c'est le but aussi de l'innovation, c'est de créer un peu un petit choc.
Donc il ne faut pas oublier que nos équipes sont aussi des publics et donc elles peuvent être choquées aussi par certaines choses, certaines pratiques qui sont un peu, qui peuvent lui paraître curieuses parce que il faut prendre le temps de l'expliquer. Aurélie. Et, je voulais juste apporter aussi notre exemple en la matière, en tout cas notre vécu plutôt. On est un musée qui est en régie directe de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. On est aujourd'hui une équipe de 30 personnes et on était une équipe de 34 personnes. Donc vous voyez déjà en 7 ans, on a subi un plan de précaution, voilà, comme ça arrive. Parce que la question des ressources humaines, évidemment, elle est centrale, et je pense pour tout le monde, a fortiori pour les plus petites structures. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est que, et d'ailleurs elle est aussi là dans la salle, à la faveur d'un départ, on a pu recruter déjà un community manager. Mais ça n'a pu se faire qu'à la faveur d'un départ et donc d'une possibilité de réorganisation. Évidemment, ça change tout parce que ça apporte du professionnalisme, de l'organisation, plus de visibilité, plus d'optimisation, etc. Après, sur les projets d'innovation à proprement parler, très souvent, nous, ils sont venus de l'extérieur et j'ai envie de vous dire, heureusement, on ne savait pas ce que ça allait nous donner comme travail parce que c'est énorme. Je pense que certains projets, si on le savait, on ne les referait pas forcément. Léon Vivien, Lise est là aussi, Michel, le précédent directeur, est là aussi. Ça a été un énorme travail de contenu. On ne le mesurait pas. Encore une fois, tant mieux. Mais, et un dernier point aussi sur l'évolution des métiers, là, je vais prendre un autre exemple qui est celui des web visites, donc un dispositif de visite guidée à distance et en live qu'on a créé. Et là, c'était plus du mécénat, pour moi, c'était même de la recherche et du développement avec Orange. On a aussi pu s'appuyer sur la volonté et le dynamisme de nos médiateurs. On a la chance d'avoir 5 médiateurs. Ça a transformé leur métier. C'est-à-dire qu'ils sont presque devenus des réalisateurs parce qu'ils ont dû concevoir leur visite maintenant d'une toute autre façon en utilisant le live, la photo, le document sonore, le document vidéo, etc. Donc effectivement, ça a beaucoup d'impact, mais il faut aussi, voilà, dans des petites structures, on est pragmatique, quoi. On s'appuie beaucoup sur l'existant. Nous, on a la chance d'avoir une équipe jeune, mais parfois, il y a le choc des cultures. Et puis parfois, à la conservation, j'ai une geek, elle est super, elle est très très active sur Twitter et elle fait un travail de promotion formidable, très naturellement. Donc on s'appuie évidemment là-dessus aussi. Donc elle est community manager sans le savoir, ou sans que ce soit écrit sur sa fiche de poste. Vous vouliez ajouter quelque chose, Hélène, sur ce sujet des ressources humaines, du management? Ça me faisait penser à ma précédente expérience quand je dirigeais le CIGN, le Centre national du graphisme à Chaumont, où c'était un groupement d'intérêt public en création, donc c'était super parce qu'il y avait tout à construire et tout à faire. Mais du coup, on avait pris le parti aussi pour une toute petite équipe avec des moyens aussi très contraints, et aussi parce que le propos du lieu était le design graphique, de faire venir des graphistes sur 1 à 2 semaines sur place pour travailler un dispositif de médiation pouvant être utilisé en tant que support par l'équipe de médiation par iPhone ou tablette, et en fait qui est un échange comme une co-construction entre la petite équipe de médiation et le designer. À charge de l'équipe d'apporter le contenu avec la dimension pédagogique et le savoir spécifique à transmettre par rapport aux expositions proposées, et à charge au designer aussi d'apporter à l'équipe aussi une nouvelle vision avec des matérialités différentes en termes d'objets, d'images, d'espace, et c'est vrai que je pense au design parce que le design c'est un outil éminemment important aussi de l'innovation et dans, on va dire, l'acculturation aux équipes vers les nouvelles pratiques aujourd'hui, professionnelles pour demain. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui peut être la démarche design sans devenir mais sans l'ériger en religion. Mais le design peut être un outil comme un autre à intégrer dans une démarche de réflexion innovante et surtout aussi pour continuer à penser demain. Et c'est une compétence comme une autre. On pourrait réunir un philosophe, un designer et un mathématicien. Et je pense qu'en fait, il y a une pluralité
de connaissances et de compétences à faire converger, et aussi trouver le bon équilibre d'interaction avec les équipes pour aussi susciter leur propre curiosité, parce que c'est vrai que si les équipes ne sont pas elles-mêmes convaincues, impliquées, investies, ou qu'elles ne voient pas l'utilité à ce qui est en train de se faire, voilà, ce qui est important déjà, c'est mobiliser bien l'équipe et d'éveiller leur curiosité, qu'elles soient dans la compréhension de où on veut aller, et de les éveiller avec des apports de connaissances un peu différentes et pluridisciplinaires. Et après, hop, on se met sur les rails pour aller chercher le public. Merci. Alors, je vais changer un petit peu l'ordre de nos chapitres. Je vais garder l'implication du public pour la fin. Et je vais passer tout de suite au chapitre de l'expérimentation et du rapport avec les entreprises, parce que comme on tourne autour depuis qu'on a commencé cette table ronde, je pense qu'il est nécessaire d'y venir maintenant. Alors, est-ce que l'innovation passe nécessairement par l'expérimentation? Et quid de l'obsolescence technologique? Quid à qui appartient l'expérimentation? Comment on la pérennise? Et est-ce que l'innovation passe également, vous l'avez tous évoqué, par des partenariats, notamment avec des entreprises? Et comment on les organise, ces partenariats, d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors, on va revenir on va partir d'un cas pratique que vient d'évoquer Aurélie, votre robot de visite, enfin votre visite via robot. On va regarder une petite vidéo pour essayer comme ça on comprendra tout de suite comment ça fonctionne. Et après, vous nous raconterez, Aurélie, comment concrètement, vous disiez, c'est venu d'Orange, heureusement que c'est pas nous qui l'avons fait. Vous allez nous raconter un peu comment concrètement vous avez monté ce projet, donc des visites par robot au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Ça arrive. Alors, on va reprendre. Voilà, un jour de fermeture, le petit robot, il est tout seul, il a la chance de se balader tout seul dans vos galeries. Alors, le petit robot qui permet au musée de sortir de ses murs et d'aller chercher des visiteurs distants. Alors, je vais préciser les choses, puisque ça, c'est justement un projet qui, pour l'instant, reste à l'état d'expérimentation. Celui qui a été jusqu'au bout, c'est celui qu'on a développé grâce au mécénat d'Orange. Où là, il n'y a pas de robot, c'est la médiation humaine, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est centrale. Mais on a un dispositif numérique qui permet donc d'être en direct avec des classes de San Antonio, de Singapour, d'Afrique. Là, tous les mardis de fermeture jusqu'à la fin de l'année de la Bourgogne, on a des connexions comme ça qui permettent de faire visiter le musée de la Grande Guerre à distance. Donc ça, c'est un dispositif qui tient, qui tourne, sur lesquels les médiateurs donc, se sont formés, qui est vraiment partie intégrante de l'offre pédagogique du musée de la Grande Guerre maintenant. Ici, c'est intéressant cet exemple parce que c'est justement quelque chose, pour l'instant, sur lequel on n'a pas trouvé la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est dans le cadre des grands programmes, du programme d'investissement d'avenir. Donc là, on a été vraiment on est sur de l'expérimentation avec ce robot Ascar.
Donc vous l'avez vu, il est sympathique, il sourit pas encore, mais presque. On le garde précieusement dans nos bureaux, chacun notre tour. On a organisé des tours de garde. Et ça, c'est vraiment à chaque fois la question qu'on se pose, parce que, et on en est très content, le musée est très souvent sollicité comme justement lieu d'expérimentation par différentes startups. Bon, souvent on dit oui, voilà, ça, c'est notre défaut. Et ici, c'était intéressant parce que on a tout de suite eu un doute, mais on a voulu tester. On s'est tout de suite demandé, déjà, il y a une vraie crainte, hein, est-ce que le robot va remplacer les médiateurs ? Une crainte en interne. On en souriait, mais c'était une crainte exprimée quand même. Il remplace les caissières. Voilà, ouais, tout à fait. Donc ça a été une crainte. Et puis après, la deuxième question, si ce n'est la première de mon côté, c'est-à-dire à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Et honnêtement, à ce jour, on trouve que... Alors, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement par rapport à une web visite ? C'est-à-dire que le robot, l'avantage initial, c'est que le médiateur, parce qu'il y a toujours de la médiation humaine, pour nous c'est absolument essentiel, au lieu d'être dans le musée en train de vous faire la visite, l'avantage c'est qu'il peut être dans une classe, directement aux côtés des élèves, pour accompagner in situ cette visite. Et le deuxième avantage qu'on espérait, c'était de se dire télécommander un robot, puisque le principe aussi de ce dispositif, c'est que le robot soit pas télécommandé par le médiateur, mais soit commandé par les visiteurs, ça va générer plus d'engagement, plus d'implication. Aujourd'hui, à ce stade, ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que le côté gaming de la télécommande, en fait, concentre toute l'attention au détriment du contenu, de ce qu'on a envie de dire. Accessoirement, ça paraît évident après coup, mais nous, on le connaît, le musée, mais pas les visiteurs à distance. Donc, allez vous orienter dans un musée que vous ne connaissez pas, c'est compliqué. Et donc, on perd en fait en valeur ajoutée, et on n'a pas retrouvé la vraie valeur ajoutée qu'on a et qu'on maintient dans les web visites, les visites guidées à distance. Pour l'instant, pour le musée de la Grande Guerre en tout cas, le robot restera au stade d'expérimentation. Donc ça veut dire que vous êtes parti de la même idée, c'est-à-dire aller chercher des publics distants et leur permettre de visiter à distance le musée. Vous aviez 2 technologies à disposition, vous en avez testé une et abandonné, et vous en avez gardé une qui apparaît plus simple, moins cutting edge, ou moins effet waouh, et c'est celle que vous développez avec Orange. Alors justement, sur le partenariat avec Orange, mais je pense que ça pourrait s'appliquer avec pour d'autres partenariats avec des entreprises, comment concrètement se structure ce partenariat ? Est-ce que c'est du mécénat ? Est-ce que c'est un partenariat public-privé ? Est-ce que c'est quelle forme il a ? Alors celui avec Orange, en l'occurrence, c'était du mécénat. Hein, c'était suite à la création du musée. Il y avait eu une campagne de fundraising, de levée de fonds pour la création du musée. Orange était un des partenaires financiers. Et avec Orange, on avait décidé qu'on travaillerait sur des mécénats de compétences. Et on a choisi ensemble, c'était une sorte de cahier des charges de la part d'Orange, mais vraiment d'essayer de faire quelque chose qui n'existait pas ailleurs, d'où la réalisation de ce projet. Après, on a, je pense, à peu près toutes les, et comme tous mes collègues ici, toutes les formes de partenariat possibles, c'est-à-dire qu'on répond aussi avec des startups à des appels à projets. Là, en l'occurrence, AskMona a répondu à un appel à projet dont on est partenaire, un appel à projet qui émanait du ministère de l'Armée. Et puis, on achète aussi, hein, passe par la commande publique. Donc, on a créé une appli de découverte du territoire qui s'appelle Mind 14. Et là, on a fait une mise en concurrence, on a fait un marché. Donc, il y a toutes les modalités de partenariat avec alors, une modalité qui est en train de s'installer dans le paysage, qui était apparue il y a au moins 3 ou 4 ans aux États-Unis. C'était le premier musée qui avait créé son incubateur au sein des musées. C'était le New Museum de New York. Après, il y en a eu en Australie. Et c'est arrivé en France, donc il y a maintenant moins d'1 an. On a 2 exemples. On a l'incubation qu'évoquait Hélène de ces 2 startups à Universcience, ou la Cité des Sciences. Et l'exemple du CMN, vous en avez un petit peu parlé. Donc là, vous avez choisi vos incubés. Ils ont commencé à travailler. Donc là, vous disiez tout à l'heure, vous étiez en phase de
détermination des projets et où on les met dans le réseau des 100 lieux. Je vous propose juste de regarder, il y a une petite vidéo justement qui raconte la genèse de l'incubateur du CMN, et après on écoute Valérie nous raconter où on en est de l'incubateur du CMN. Voilà, donc les incubés sont arrivés au mois de juin, au mois de juillet. Et donc où en sont les développements de vos chers incubés? Alors oui, ils sont arrivés en juin, ils sont mis tout de suite au travail. Enfin, il y a plusieurs, peut-être expliquer un peu ce qu'on propose dans le cadre de cet incubateur, comme je disais, qui n'est pas quelque chose qui arrive ex nihilo comme ça, parce que je pense que là aussi ça aurait été compliqué à installer, mais c'est une étape supplémentaire franchie dans tout ce processus qui a été engagé d'expérimentation, de collaboration depuis de nombreuses années maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un environnement favorable à la croissance de ces startups, en les confrontant aussi au réel, au réel des monuments, au réel des contraintes et aussi des opportunités qui sont proposées dans le champ patrimonial, puisqu'il s'agit de startups qui toutes ont des projets innovants, alors, autour d'enjeux très différents, de conservation du patrimoine, de nouvelles expériences de visite, de nouveaux dispositifs de médiation. Donc à la fois d'ailleurs des enjeux métiers internes et puis beaucoup dans la relation quand même au public, des monuments avec leur public. Et donc il s'agit de les amener à passer des étapes pour aller au-delà du prototypage. En général, elles arrivent déjà avec un prototype avancé pour aller à la mise en marché. Donc valider la fonctionnalité, le modèle économique, souvent qui à ce stade reste encore, pour certaines d'entre elles, à préciser. Et c'est là que c'est intéressant parce que finalement l'incubateur, moi je dirais, c'est une plateforme d'échange entre ces startups elles-mêmes, déjà, qui souvent sont confrontées au même sujet. Alors certaines sont un peu plus avancées que d'autres. Donc déjà entre elles, entre pairs, il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques, d'échanges de carnets d'adresses qui se font. Et l'incubateur, le dispositif est là pour favoriser ces échanges croisés. Une plateforme d'échange entre les startups et le CMN lui-même, les agents du CMN, les administrateurs et les équipes des monuments. Et donc on est effectivement dans cette phase-là, c'est-à-dire comment on trouve des enjeux communs qui vont permettre ensuite de construire des protocoles d'expérimentation, des expériences concrètes dans les monuments. Et puis, il y a aussi la mise en connexion que le CMN opère avec l'ensemble de l'écosystème, en jouant ce rôle à la fois, je dirais, d'accompagnateur et presque un peu de client type, puisqu'au fond, pour certaines de ces institutions, leurs futurs clients, ce sont des institutions elles-mêmes. Donc, en ce moment, on dialogue à la fois avec les startups et avec les monuments pour faire ces bons matchings, ces bons couplages. Et puis ensuite, on va accompagner avec aussi un programme de coaching, de mentoring qu'on mène avec notre partenaire Creatis. Donc les startups bénéficient aussi d'un programme de formation à l'entrepreneuriat. Le CMN va amener aussi des formations sur ces métiers, notamment la grande question des marchés publics, des contraintes réglementaires propres au champ public, qui n'est pas forcément très bien connu des startups. Et puis aussi toute l'expertise métier propre à la gestion, à l'exploitation d'un lieu, et ce que ça induit parfois de contraintes très
basiques mais indispensables de réseau et autre chose qui sont quand même indispensables au déploiement d'une expérimentation. Voilà, donc l'idée c'est de faire réseau au fond, hein, c'est de faire réseau et d'instaurer dans la durée, voilà, ce partage des bonnes pratiques avec les publics, y compris, puisqu'évidemment, c'est le troisième élément du triangle. Et là aussi, ça ne part pas de rien, puisque c'est vrai qu'il y a déjà plus d'une vingtaine d'expérimentations qui ont été conduites. Et là aussi, comme ça a été dit précédemment, souvent les publics nous précèdent aussi dans leur désir d'innovation, dans leur souhait de découvrir autrement les monuments. Donc le temps nous paraissait venu de pouvoir consolider ce programme avec les startups. Alors vous évoquez vous-même la question du contexte juridique. Oui. J'avais deux petites questions. À qui appartient, alors vous disiez les startups ont été choisies, elles avaient déjà un prototype, mais à qui appartient le produit fini? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence, j'allais dire presque déloyale, dans le sens où une start-up incubée va vous faire une application, par exemple, pour un des monuments, mais du coup, vous n'aurez pas à faire un appel d'offres pour faire cette application. Donc, vous fermez quelque part le marché sur un outil. Comment par rapport au droit des marchés publics, au droit public, vous arrivez à gérer cette contradiction? La création de l'incubateur, évidemment, a fait l'objet d'études en amont, comme vous pouvez l'imaginer, très, très scrupuleuses du département juridique du CMN. Donc, bien sûr qu'on s'est posé ces questions et on distingue bien plusieurs choses. Il y a l'incubation. L'incubation, donc là, qui s'inscrit dans le processus qui a été décrit dans la vidéo, un appel à projet, un jury, une année d'incubation, l'incubation intégrant les différents aspects que j'évoquais, le coaching, la possibilité d'expérimenter dans le monument, le networking, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est encadré par une convention d'incubation qui est signée entre le CMN et chaque start-up. Après, il y a l'expérimentation dans le temps de l'incubation. Dans l'année. Dans l'année, voilà. Et qui, c'est le choix qu'on a fait, va faire l'objet d'une convention aussi ad hoc, qui est évidemment une sorte d'annexe, on va dire, au contrat principal d'incubation, mais qui va être qui l'encadre spécifiquement, particulière, puisque chaque expérimentation sera unique et va poser effectivement potentiellement des questions en effet d'exploitation de données, de droits générés sur des contenus, etc. Donc ça fera l'objet de discussions au cas par cas. On va rentrer dans ce dialogue une fois les territoires choisis, les monuments choisis. Et puis après, il y a l'après. L'après, ça veut dire à l'issue de l'expérimentation, si en effet le CMN, cette fois-ci comme client potentiel, réalise la pertinence d'un dispositif, on va passer à un autre cadre. Okay. On va passer à un autre cadre. Alors, se posera aussi la question d'ailleurs du passage à l'échelle, puisque je le rappelle encore une fois, dans le cas du CMN, ces innovations, elles ont de sens si elles sont quand même portées par un réseau. Donc, ça nécessitera forcément un autre processus juridique et une mise en concurrence. Ça va dans les règles des marchés qui s'appliquent. Sur l'expérimentation, effectivement, oui, c'est complexe. Je crois qu'il n'y a pas de cas reproductible par définition. Et ensuite, parce qu'il y a plein de sujets. Il y a le sujet des données et de ce qui appartient à la start-up quand elle arrive en début d'incubation. Il y a le fruit de l'expérimentation qui est porté conjointement, puisque d'une certaine manière, le CMN ouvre ses monuments gracieusement dans le cadre de l'incubation. Donc, il est logique qu'il y ait un retour pour chaque partie. Et puis après, il y a le produit fini. Produit fini qui appartient à la start-up. Même si l'expérimentation va contribuer à affiner le positionnement, à peut-être à apporter des orientations nouvelles au projet. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre le rôle de chacune des parties. Oui. Non, c'est vrai que la question la plus chaude apparaît lorsqu'on entre dans la phase pérennisation et dans votre cas en plus dissémination. Donc, démultiplication potentiellement à
à 100 établissements, ce qui n'est quand même pas négligeable dans le paysage. C'est pour ça que j'ai l'incubateur, je commençais par l'idée d'un réseau, parce qu'il dit c'est pas de s'enfermer sur des promotions de start-up. Enfin, le CMN a toujours travaillé avec énormément d'acteurs, et c'est ce qui, justement, je crois, a fait la richesse des multiples expérimentations qui ont été conduites. On a parlé de robots de visite, des usines d'applications, etc. Ça vous empêchera pas de faire d'autres expérimentations avec d'autres. Après, on peut pas. Et puis les besoins ne sont pas identiques pour toutes les startups. C'est d'ailleurs pour nous cette année une année de test dont on tirera les enseignements d'ici quelques mois. Et peut-être qu'on fera évoluer la formule d'ailleurs. Voilà, c'est un outil de plus, mais effectivement qui structure l'approche, et puis je crois qu'il marque aussi une ambition d'ancrage vraiment de cet enjeu d'innovation dans les métiers et au service des missions. Hélène, vous avez choisi 2 incubés. Déjà, vous avez la possibilité de nous dire qui sont ces 2 incubés, parce qu'en fait, je les connais pas. On va communiquer dessus prochainement. D'accord, ok. Et comment vous les avez du coup, sur quels critères vous les avez choisis? Oui, alors donc en fait c'était dans les critères, donc il y avait une appréciation sur le degré d'innovation, qu'est-ce qui ça apportait de nouveau en fait, une compréhension aussi de notre établissement, de nos lieux et particulièrement de la Cité des sciences et de l'industrie, notre souhait c'est que l'idée ou le projet proposé trouve une réalisation concrète à court terme. Avec une appropriation par le public rapide. Voilà, donc c'était très pragmatique. Voilà, donc le niveau d'innovation et la façon dont ce projet pourrait être approprié par le public, par nos publics en fait. Et ça veut dire que les projets doivent voir le jour dans combien de temps, par exemple, à partir du démarrage? Alors nous, on a un objectif très serré, puisqu'on laisse 6 mois pour le temps justement d'expérimentation dans nos murs, et une première confrontation au public à l'issue de 6 mois. Okay, donc ça va très vite. Okay. C'est pour ça que dans les critères de sélection aussi, il y avait la maturité du projet, de l'idée. C'est pour ça que vous parlez de la question des droits. C'est pas une commande, donc vraiment les auteurs sont vraiment les développeurs chez les startups. Et puis, je pense aussi à une autre expérience qu'on a réalisée aussi plus récemment, qui concerne l'espace Syllab que vous avez au dernier étage, hein, un espace dédié aux jeux vidéo, qui, même si ça a l'air d'être un espace d'exposition tout à fait bien finalisé, etc., en fait, c'est un espace qui a été créé à la suite d'une exposition et à titre expérimental pour une certaine durée, pour justement voir, puisque c'était quand même un peu nouveau de créer un espace dédié aux jeux vidéo, de voir comment justement le public interagissait, d'observer aussi le public, de voir aussi quelle pouvait être la teneur de nos partenariats et de la communauté jeux vidéo qu'on pouvait nourrir, dans l'hypothèse où on aimerait étendre cet espace, ce que finalement on va faire prochainement, l'année prochaine. On va mettre en place un vrai espace d'exposition permanent autour des jeux vidéo qui reprend l'ADN de l'espace test que nous avons actuellement là, augmenté d'un certain nombre de choses et qui viennent parce que justement on aura eu quasiment une année pour observer le public, mener une étude justement de satisfaction, et puis mieux rentrer aussi dans notre politique éditoriale quelque part, dont l'objectif est par exemple d'aussi être dans une dynamique de sensibilisation aussi aux jeux vidéo. Donc là, il y a eu expérimentation, il y aura pérennisation et extension. Voilà, finalement, la pérennisation, ça va être la phase à compter de début 2019, qui inclut donc une extension qui se traduit par une extension en mètres carrés dans les espaces. Voilà. Et donc, c'est le fruit aussi d'un certain nombre de partenariats qui sont venus au fur et à mesure de ce temps-là d'expérimentation, et que peut-être on n'aurait pas pu rassembler si on avait de rechef décidé de créer un espace jeu vidéo grand, immense, tout de suite, quoi. Donc, voilà. Merci. Alors, on va passer au dernier chapitre sur le public. Alors, on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, avant de faire la petite conclusion sur les risques de la disneyfication. Alors, sur le public, je voulais vous redonner la parole.
il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a l'initiative qu'on connaît tous, qui est Muséomix, qui institutionnalise un peu cette implication du public dans quasiment la co-création d'outils et la réflexion. Il y a des expériences qui sont plus sur la durée, où le public est vraiment impliqué quasiment, j'allais dire, au jour le jour sur l'innovation. Et à Nancy, j'avais bien aimé une expérience que vous avez eue, je pense, il y a 2 ans, où lorsque vous étiez en pleine réflexion sur le musée de Nancy, vous avez co-créé avec vos visiteurs, donc vous avez invité vos visiteurs plusieurs samedis, je crois, ou des week-ends, à venir réfléchir avec vous sur ce que pourrait être le musée de Nancy de demain. Je voulais savoir comment ça avait fonctionné. Est-ce que finalement, vous avez utilisé des choses qui étaient apparues lors de ces brainstorming avec le visiteur? Oui, alors c'était une pratique collaborative qui avait été mise en place pour la rénovation du musée Lorrain, qui est notre gros chantier. C'est le plus important des musées de Nancy en termes de surface et de collection, et c'est aussi le plus important chantier de rénovation de musée en dehors de Paris actuellement. Donc c'était un gros projet, et il y avait une attente très forte de notre tutelle. On a un jeune maire qui est très démocratie participative, etc. Donc il fallait, c'était une attente forte. Et puis nous aussi, on avait aussi envie de connaître les attentes du public. Donc là encore, les musées au labo, le principe c'était de catégoriser les publics, donc les professionnels du tourisme, les étudiants, les visiteurs atteints de handicap, etc. Les familles. Et donc on les a tous, hein, le numérique aussi, il y a eu un musée au labo là-dessus. Ils étaient donc invités à réfléchir sur des thèmes particuliers qui avaient un impact important sur le projet de rénovation, voire même plus important que ce qu'on aurait imaginé au départ. Je vais prendre un cas très concret. Il y a eu une polémique qui a démarré une fois qu'on a dévoilé le projet d'architecture, puisqu'il était question de détruire un certain nombre de bâtiments pour construire de nouveaux bâtiments, etc. Donc polémique sur ces travaux. Et on a fait une consultation publique là-dessus. Ce qui, pour une équipe de conservation, est assez bizarre, parce qu'il y a un travail très, très important sur la programmation, sur le cahier des charges, en gros, du musée, un travail qui se fait ensuite avec l'architecte, une fois qu'il a été sélectionné par concours. Et là, après le concours, on nous demandait de revenir, ou de mettre au vote, en fait, du public, 2 versions du musée. Donc ça a été un peu effrayant, hein, mais très intéressant aussi, parce que du coup, on a vraiment joué le jeu. Et le public aussi a joué le jeu. Il y a eu une participation importante des Nancéens et des non-Nancéens. Et c'est donc le projet qui va voir le jour, c'est le projet qui a été retenu par le public. Pardon ? Du coup, ce qui n'était pas le projet initial. Non, ce n'était pas le projet initial. En fait, le projet initial, il a été abandonné. Et le public a pu choisir 2 versions. En fait, en tout, il y a eu 3 versions proposées par l'architecte. Une qui a été abandonnée tout de suite, après justement cette polémique, et donc 2 autres versions alternatives. Et voilà. Donc c'est intéressant parce que ça a obligé les équipes, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, à faire de la médiation sur le projet. Parce que du coup, il fallait que le public vote en conscience aussi. C'est pas qu'un choix esthétique, c'est aussi des choix sur le fonctionnement après d'un établissement. Parce que les murs du musée, c'est quand même c'est essentiel. Hein. Là, il était question notamment le fameux bâtiment qui faisait polémique, c'était le bâtiment d'accueil en plus. Donc, ça a un vrai impact après sur le fonctionnement. Et puis, on ne reconstruit pas un musée tous les 10 ans. Hein. Donc, alors, quelle est la manière dont au musée de Meaux, musée de la Grande Guerre de Meaux et au CMN, vous impliquez le public sur des problématiques d'innovation? Alors, pour le musée de la Grande Guerre, ça a été particulièrement le cas sur ce projet sur cette création de web visite, de visite guidée à distance, sur lequel on a eu des classes partenaires, des classes tests, donc avec des professeurs qu'on connaît bien, qui connaissent bien le musée, donc qui étaient plutôt des classes aussi à proximité, voilà, et dont on savait qu'ils accepteraient les problèmes techniques, les séances où finalement on n'arrive jamais à se connecter, les séances où on se connecte mais où on n'entend rien. Le statut de cobaye. Voilà. Donc, et évidemment, c'est inenvisageable de le faire sans le public cible.
derrière. Ce qui n'était pas du tout le cas de Léon Vivien, où là, il y a une intuition à la base, il y a presque un génie de l'écriture aussi derrière, voilà, parce qu'être capable d'écrire pour Facebook, c'était... Voilà. Donc ça, c'est partie du mécène. Mais c'était un pari. Il n'y a pas eu de test préalable. Mais effectivement, quand on développe vraiment des outils à destination du public, et j'écoute avec envie ce qui s'est passé à Nancy, puisque nous, on va entamer la réécriture du projet scientifique et culturel. Voilà, et les méthodologies de participation du public me semblent essentielles. Donc je reviendrai vers mon voisin. Mais voilà, pour Meaux, en tout cas, clairement, la classe était indispensable. Sachant, je précise que pour l'anecdote, nous avons le Wi-Fi au musée de la Grande Guerre depuis 15 jours. Oula, révolution. Voilà, révolution. Je rebondis sur ce que vous dites sur votre PSC. Je pense à un musée, il y a Amandine, qui a impliqué le public dans son PSC, son dernier PC, sur lequel il s'appuie maintenant pour faire des modifications assez fondamentales dans le musée. C'est le Palais des Beaux-Arts de Lille, et qui a beaucoup impliqué son public dans la rédaction du PSC, enfin la réflexion sur ce PSC. Valérie, sur l'implication du public. J'ajouterais aussi la question un peu du protocole d'expérimentation, effectivement, qui implique le vide. Tout ce qu'on a évoqué, ça ne peut se faire qu'avec les visiteurs, puisque c'est pour eux que le dispositif doit trouver son sens dans la durée. Donc ça suppose aussi, je crois, des études, en tout cas des tentatives d'évaluation. C'est pas toujours simple. Donc on a au CMN, par exemple, un observatoire des publics qui peut mener ce genre d'études avant, après, là, ce qu'on a fait récemment sur un dispositif. Donc ça passe aussi par des enquêtes sur le terrain, par du questionnaire. Ça passe en amont par une sensibilisation aussi des visiteurs par le biais d'une communication qui va accompagner le déploiement du dispositif. Après, je crois qu'il y a aussi un état d'esprit qui est de bien communiquer sur le fait qu'on est en test, qu'on est en expérimentation, et que précisément ce sont les retours dont on va pouvoir se nourrir qui vont nous aider à déterminer si on continue ou pas. Donc je pense qu'il y a une forme un peu d'honnêteté, là encore d'horizontalité un peu dans la relation entre le lieu, le public et puis les partenaires associés, start-up, etc., pour accepter le risque associé au fait que ça marche ou que ça marche pas, quoi. La notion de cobaye, à nouveau. Enfin, cobaye, j'aime pas trop Oui. Non, c'est plutôt une oui, on est dans une co-création d'un projet, voilà. Et les retours se font dans tous les sens. Enfin, je pense que, bon, je refais le joint tout à l'heure avec la question de l'expérimentation de l'incubateur. Enfin, les institutions n'attendent pas béatement les bonnes idées des startups. Et voilà, et je pense que c'est dans les deux sens que les deux ont des choses à s'apprendre, et que les publics, enfin, c'est même à trois, donc avec les publics, et que c'est dans cette circulation des idées, effectivement, qu'on donne plus de chances au projet de réussir et de s'installer, quoi. Christian, est-ce que entre la phase 1, enfin l'édition 1 et l'édition 2 de votre projet d'accrochage des œuvres du domaine public, est-ce que vous avez fait des évolutions, par exemple, qui ont résulté d'observations du public ou de remarques ou de suggestions de vos visiteurs? Alors, il y a eu un petit... une petite amélioration, je crois, c'est que je me suis posé la question qui, pour moi, est importante quand on fait une exposition. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre. C'est le jonglage cartel-œuvre qui m'intéresse beaucoup parce que j'en discutais avec ma femme qui travaille dans les musées. Le nombre de personnes qui déclarent voir les cartels, et le différentiel avec le nombre de personnes qui savent répondre à des questions sur ces cartels, là c'est toute la place de la médiation, en fait, entre ces deux chiffres. Et donc on a amélioré un petit peu le dispositif en faisant ce qu'on appelle en graphisme un incident de lecture, en créant un incident de lecture. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on veut susciter l'attention, on essaye de rendre un peu difficile la lecture. Mais là, c'est un incident fort parce qu'en fait, on a rendu les cartels illisibles. Complètement.
C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des cartels. Écoutez bien, Charles, pour le musée Lorrain. On les a séparés en deux pour avoir une information partielle. D'une part, un petit cartel pour les enfants qui donne une information qui est assez light, mais qui n'est pas inclus dans le cartel qui fait juste la description, le cartel classique qui fait la description de l'œuvre qui est présentée, et donc la description qui est plus à destination des parents, parce que les enfants se fichent un peu de certaines dates. Bref. Et en fait, l'idée était qu'en ayant les deux, on avait une information globale sur l'œuvre à différents niveaux, et on créait en fait un échange entre les différents publics, entre les parents et les enfants. Comment on a fait pour rendre ces cartels illisibles? On a utilisé ce qui est fréquent dans certains jeux de société, des filtres. Donc on écrit en bleu sous une espèce de dessin en rouge, on mélange les deux. C'est complètement illisible à l'œil nu, mais si on met un filtre rouge, une petite gélatine, et ça coûte absolument rien de faire ça, eh ben, on peut lire le cartel. Et en faisant ça, en fait, cette dimension ludique fait que quasiment tout le monde veut lire ce qui est complètement masqué. C'est-à-dire, mais pourquoi ce cartel, j'arrive pas à le lire? Il y a aussi autre chose, c'est que ça a une autre incidence. C'est que moi, ça me permet, j'aime pas en fait aller dans un musée et avoir le cartel savoir déjà avoir une lecture préalable de l'œuvre que je vais voir et être influencé par celle-là. Ben là, en fait, ça n'arrive pas. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de voir. C'est écrit, ils peuvent ne pas le lire du tout. Et après, on lit les deux, et les parents parlent aux enfants, et on s'est aperçu dès le vernissage que ça marche à mort. C'est-à-dire que les enfants, en fait, amènent les parents, les tirent, et font des visites de 40 minutes en posant les gélatines, en essayant de répondre à des questions et en échangeant avec les parents pour, ben là, en l'occurrence, l'histoire, c'était, puisque ça rejoint le même dispositif que précédemment, s'ils pouvaient répondre à une série de questions, ils repartaient avec une œuvre. Ils sont tous repartis avec une œuvre en répondant à des questions sur tout. Et voilà, c'est des petits dispositifs super simples, en fait. C'est une super bonne idée. Vous auriez dû la breveter, mais vous ne pouvez pas, parce que vous êtes open access. Vous. Ah mais oui, complètement. Ah non, au contraire. Donc en fait, chacun peut l'utiliser. Il faut l'utiliser et l'améliorer. Bon, alors pendant le déjeuner, venez voir Christian. Vous avez amené votre gélatine pour montrer le système. Non, mais on comprend le système. Alors justement, on va finir avec un dernier tour de piste en forme de conclusion. Ce que j'évoquais au tout début de nos tables rondes, c'est la limite de l'innovation et où commence, alors certains appellent la Disneyfication, d'autres l'entertainment, je ne sais pas comment le dire en français. Cet été, il y a eu une polémique sur les musées sans œuvre, enfin les espaces d'interprétation artistique où il n'y a plus d'œuvres réelles, avec des éditoriaux dans la presse professionnelle qui parlaient de musées sans œuvre, point d'interrogation. Alors, du coup, où on met la ligne entre le fait d'attirer des nouveaux publics, d'être attractif, d'être un peu ludique, d'être interactif, et de continuer à être porteur de sens, ce que tu disais Aurélie au départ, avec un contenu, avec du sens à donner à ce contenu, avec un respect de l'histoire ou de l'art. Alors, comment est-ce que cette limite, elle est totalement empirique et c'est par l'expérimentation qu'on se rend compte qu'on est allé trop loin, ou est-ce qu'on s'auto-censure pour ne pas aller trop loin, pour ne pas franchir la ligne jaune? Aurélie, peut-être, pour commencer? Oui, alors encore une fois, vous en doutez, au musée de la Grande Guerre, on a un sujet qui, a fortiori, nous questionne en permanence sur cette limite, sur jusqu'où on propose une expérience immersive, puisque c'est le mot qu'on emploie, sensible. Et du coup, voilà, il y a deux choses qu'on a en tête. Toujours, qu'est-ce que ça va apporter de plus à la compréhension ? Pas uniquement être dans un registre émotionnel, parce que c'est sûr, hein, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça crée des expériences qui peuvent être très fortes, mais si elles n'apportent rien à la compréhension de l'histoire, si on ressort en ayant juste vécu un beau moment mais qu'il n'en reste rien, ce n'est pas dans le cœur de nos missions, donc on n'ira pas, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est une chance aussi, c'est que
je suis contente, vous en avez eu un aperçu pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mais le musée a une collection d'objets absolument exceptionnelle. Donc de la même façon, qu'est-ce que va dire de plus cette expérience dans un musée où on part de l'objet, où on incarne l'objet, où on a une scénographie, où il n'y a pas de mise à distance, où il y a du son, où il y a des images. Voilà. C'est aussi toujours ce qui nous a limité, parfois fait refuser certains projets. Alors j'évoquais cette question des escape games, j'en ai deux autres en tête. La réalité virtuelle. Je pense que, alors évidemment, il y a le contexte des commémorations du centenaire, mais j'ai pas eu au moins trois propositions de réalité virtuelle où, évidemment, à chaque fois, on avait un casque et on était dans les tranchées et c'était super, fallait tuer des gens. Bon, évidemment, c'est pas tellement ce qu'on a envie de dire. D'autres l'ont fait, je crois. Mais alors, d'autres l'ont fait et d'autres le font. Et c'est le dernier exemple que je voulais citer parce que je pense que ça illustre ce vers quoi on a décidé d'aller et ce vers quoi on aurait pu aller, parce qu'encore une fois, il y a aussi il faut savoir résister. C'est pas toujours simple, aux attentes du public, aux envies du public, de nos élus, etc. C'est aussi la question de la tranchée, mais on a un projet de reconstitution de tranchées en extérieur, puisque vous l'avez aperçu, il y a des tranchées reconstituées dans le musée, mais qui sont là comme un décor de support à la compréhension de l'objet dans son contexte. Là, on a envie, parce qu'on pense que ça va apporter autre chose, mais de faire comprendre le fonctionnement d'une tranchée en rendant cette expérience physique, réelle. Et qui a déjà visité certains sites, la Main de Massige ou d'autres, comprend ce que je veux dire par l'expérience physique d'une tranchée. Mais pour ceux, alors moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, qui ont fait l'expérience au Puy du Fou, où il y a une nouvelle attraction il y a 2 ans, je crois à peu près sur une tranchée. Tout le monde m'en parle avec des étoiles dans les yeux. Voilà, j'ai hâte d'y aller. Mais on n'est pas du tout sur le même registre, évidemment. Là, on est sur, je pense, du registre de l'émotion, du spectacle, et de l'entertainment. Alors peut-être que ça apporterait beaucoup plus de public au musée de la Grande Guerre, mais bon, déjà on n'a pas les moyens du Puy du Fou, malheureusement. Mais évidemment et surtout plus sérieusement, ça n'est pas la mission du musée. Charles, comment on met la limite? J'aime pas la question en fait. Moi ça m'a fait penser à... Alors ça date un petit peu, mais quand Samsung était venu voir le Petit Palais pour nous dire, en fait, en gros, bah voilà, on a des super téléviseurs, on a des lunettes 3D qui marchent avec, si on s'en servait pour faire de la médiation. Et on m'avait dit, bah toi, le nouveau, là, t'aimes bien les trucs technologiques et le numérique, tu vas partir avec Samsung et puis vous allez faire une exposition. Et donc, je me suis retrouvé embarqué dans ce projet qui était un peu fou parce qu'il y avait des très gros moyens dont j'aurais jamais pu rêver même. Et ça a été une belle expérience. Ça a été le plus fort taux de fréquentation du Petit Palais. Et puis, donc le principe, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était donc une odyssée numérique dans la peinture. On réunissait une quarantaine de chefs-d'œuvre. Impossible à réunir physiquement, puisqu'il y avait la Joconde, le retable d'Issenheim, enfin tout un tas de peintures sur bois qui ne voyagent jamais. Et puis des grands chefs-d'œuvre d'histoire de l'art qui ne voyagent jamais parce que c'est des chefs-d'œuvre. Et donc on avait fait ce concentré de chefs-d'œuvre en se posant la question aux visiteurs, pourquoi est-ce qu'on considère que ces œuvres sont des chefs-d'œuvre? Et donc tout le discours, en fait, c'était d'expliquer pourquoi, avec un grand renfort de technologie. Mais ça restera une expérience marquante pour moi parce que du coup, avec les gros moyens mis en œuvre par Samsung, il y avait des gens qui voulaient faire des choses très belles, très impressionnantes, comme on l'évoquait pour les tranchées. C'est moins grave peut-être pour des œuvres d'art, mais dans un musée comme le Petit Palais, on pouvait pas non plus, on n'avait pas envie de faire n'importe quoi. Et puis surtout, la question c'était, on n'est pas là pour faire de l'entertainment, justement. On était là pour apporter un contenu pédagogique. Donc on a dû calmer les effets sapin de Noël, on va dire. Donc ce que le public a vu, c'était déjà très impressionnant, mais ça aurait pu être beaucoup plus impressionnant. Le tableau aurait pu bouger. Ouais, il y en avait qui bougeaient, mais il fallait s'arrêter un moment. C'est-à-dire que
même si c'était très intéressant. Je me rappelle, il y avait les ambassadeurs d'Holbein avec vous savez, cette anamorphose du crâne sous la table des ambassadeurs. C'est très compliqué, on ne peut même pas le voir dans le musée, parce que si vous allez à la National Gallery pour voir le tableau, vous devez enjamber un fil, vous couchez par terre pour regarder le tableau comme c'est prévu, vous vous faites attraper avant. Hein. Donc là, vous offrez cette perspective. Et là, on offrait cette perspective, c'est-à-dire que le tableau se mettait en rotation et on voyait effectivement sous tous les angles. C'était très facile à comprendre. Et voire même, on voyait l'œuvre telle qu'on ne peut plus la voir. Donc c'était intéressant. Mais voilà, c'est toujours difficile. Et je pense que c'est des questions qu'on se pose. Je suis toujours pas à l'aise en fait avec cette question-là, parce que on est tenté d'attirer du monde et en même temps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur le robot qui va être plus appréhendé par la manette qui permet de le conduire que par le contenu qu'il peut délivrer. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit vigilant. En fait, en gros, c'est la question du est-ce qu'on apporte un contenu ou pas, quoi. Mais dans le cas du robot, vous vous êtes rendu compte de ça quand vous l'avez fait. Donc vous ne l'auriez pas fait, vous n'auriez pas eu ce retour. Christian, est-ce que vous mettez des limites ou nos limites dans les médiathèques maintenant? Ça a pas de. En fait, les limites concernant la question là qui nous intéresse, c'est les limites que vous nous posez en fait dans les musées. Parce que je vais profiter justement d'avoir la parole pour vous demander de libérer les contenus. Parce que ça, c'est super important. Mais parce que toute la question qui s'est posée tout le temps, enfin, s'il y avait eu des médiathécaires plusieurs fois, cette question reviendrait très souvent. La question d'atteindre les publics distants qu'on a entendu, qu'on a évoqué plusieurs fois, en fait, en libérant les contenus, ce qui peut sembler peut-être une question pas primordiale, je ne sais pas, de votre point de vue, je ne le connais pas, mais pour nous, c'est super important parce que on a 12 000 médiathèques en France, et tout le monde, 20% des gens vont régulièrement, chaque semaine, dans leur médiathèque. Ils ne vont pas se déplacer chaque semaine dans les musées. Ils ne vont pas faire à chaque fois l'envie de culture, n'a rien à voir avec la taille du portefeuille, et ils ne vont pas faire à chaque fois des centaines de kilomètres pour venir dans vos musées. En revanche, en libérant les contenus, eh bien, vous pouvez toucher un public qui peut-être est difficile à toucher, ou on peut le faire par un biais numérique, mais peut-être difficile à toucher. Et s'il vous plaît, ne rajoutez pas des couches de droits supplémentaires, parce que ça, c'est quelque chose d'assez pénible d'essayer d'avoir des contenus de musées, d'œuvres, et puis d'avoir des copyrights dans tous les sens qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment, lorsque un photographe photographie une œuvre du domaine public, justement, son but est de ne rien apporter. C'est vraiment ça. Alors, non, mais c'est un point de vue, mais c'est intéressant. Volontairement, j'ai pas mis le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que si on ouvre le sujet, on en a pour 3 heures. Ce que je comprends, c'est qu'après le Met et après la librairie du Congrès, tu serais ravi l'année prochaine d'exposer des œuvres françaises. Donc avis aux amateurs. Exactement. Dans la salle. Merci. Valérie. Oui, c'est pareil, je trouve la question aussi me met mal à l'aise. Enfin, mal à l'aise. J'ai l'impression que il n'y a pas d'a priori. Enfin, c'est peut-être par l'expérience que ce qui est développé, enfin, que l'innovation, je dirais, s'impose ou tombe d'elle-même. Donc, effectivement, d'emblée, avoir cette forme de jugement a priori peut être plutôt un frein, je pense, à l'expérience. On l'a tous dit, c'est vrai que on ne fait pas n'importe quoi. Je pense qu'il y a toujours évidemment un ancrage aux missions. Après, c'est plutôt dans les modalités, enfin, dans la mise en œuvre de l'innovation que tout se joue, que ça peut être formidable ou que ça peut être complètement à côté de la plaque. Donc j'ai l'impression que c'est quand même par l'expérience néanmoins qu'il faut le faire. Dans cette approche, on disait très, très partagée avec les publics, qu'il faut rendre acteur aussi de ça. Et puis je crois que c'est dans le processus même d'élaboration en fait, de l'innovation. C'est-à-dire dès lors qu'on travaille avec l'ensemble des expertises des métiers, on voit bien qu'il y a certaines choses qui créent tout de suite de la réticence, et puis d'autres qui engagent à aller plus loin. Donc peut-être que déjà, dans la manière dont on va porter l'innovation en interne, donc on va déployer, on va sentir des axes qui sont plus intéressants que d'autres.
Alors, je voudrais juste rectifier. Hein. Ne croyez pas que je voulais vous limiter et vous mettre des barrières. Hein. Ce n'était pas l'objet de ma question. Hein. Mais je me rappelle, il y a 3 ans, je pense qu'on avait fait venir le responsable numérique du British Museum à cette même journée et qui, en fil rouge de sa présentation, le fil rouge était oser, oser et oser l'échec ou oser un excès d'audace, mais oser dans tous les cas parce que c'est le seul moyen d'avancer. Et puis j'en viens au sujet de connaissance versus loisirs, patrimoine versus tourisme. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on est dans des alliances. Oui, voilà, de fait. Alors, effectivement, c'est d'autant plus complexe, subtil et dangereux peut-être, mais aussi plein d'opportunités. Donc voilà, mais je crois que c'est vraiment dans la mise en œuvre, encore une fois, que les choses s'imposent. Voilà. Hélène, je vous laisse conclure cette table ronde. Merci. Non, effectivement, j'allais effectivement parler de modalités et surtout, je pense, d'un état d'esprit, d'une envie d'engager une forme de démarche, quelque part presque de porter des valeurs. Je pense au Fab Lab que nous avons aussi au Carrefour Numérique où voilà, l'équipe est, je pense, assez fière de tous les jours essayer de diffuser un certain nombre de valeurs, justement, d'échange, de co-construction. Donc des valeurs, des méthodes, une procédure. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place tous les jours chez nous. Et peut-être peut-être pas le prendre sous l'angle de la limite ou de ce qui est contraignant, mais plutôt sur justement une question de valeur où peut-être c'est le public qui doit être mis au centre de toutes les attentions, au centre même de l'innovation. Là, dans quelques jours maintenant, on va ouvrir une belle exposition autour de Coresport, où justement c'est le public qui va se mettre en situation d'évaluer sa propre gestuelle en reproduisant ce qu'on lui projette de façon numérique en termes de gestes sportifs, de mesurer sa capacité à l'extension quand il fait un saut, et donc le dispositif numérique va permettre de lui donner en temps réel les résultats de cette petite performance sportive. Donc peut-être que voilà, ce qui doit aussi nous guider, c'est ça, c'est de toujours bien positionner le public au cœur de l'expérimentation et que la démarche d'innovation fasse toujours la part belle au public en positionnant dans les objectifs, et c'est le cas de toutes nos missions, le public évidemment. Merci. Alors, je voudrais vous remercier tous les 5 pour votre participation, pour le fait d'avoir accepté de faire des réponses courtes, mais qui donnaient du rythme. Je suis désolé parce que je n'ai pas pu vous donner la parole dans la salle, alors qu'on a parlé beaucoup d'interaction et d'implication des publics. Mais vous aurez le déjeuner pour discuter avec nos intervenants. Vous restez tous pour déjeuner ou pas? Non? Aurélie, non? Désolé, c'est pas un piège. Valérie, vous restez? Oui, bon, donc vous pourrez continuer avec une partie de nos intervenants. Christian, vous restez, et Charles, vous restez, Hélène, vous restez. Alors, je vous avais annoncé notre invité international, européen en l'occurrence. Il connaît déjà la maison, puisqu'il était avec nous il y a juste 5 ans. À l'époque, il travaillait pour le Rich Museum sur le beau projet, alors pour le coup, qui va dans le sens de Christian, d'open access à peu près intégral de la collection du Rich. Et Martin Spronk revient au CLIC. Et alors, il a changé de maison. Il n'a pas changé de ville, mais il a changé de maison pour représenter le Van Gogh Museum d'Amsterdam. On l'a choisi parce qu'on a trouvé que ce musée, depuis 10 ans, est particulièrement innovant. Et l'intervention du coup de Martin va être à la fois tonique, décalée et du coup stimulante avant le déjeuner. Donc je vous demande d'accueillir Martin Spronk.